Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'en ligne vous nous entendez bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Et d'ores et déjà, vous pouvez scanner, que vous soyez dans la salle ou en ligne, le QR code qui doit s'afficher à l'écran. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Frédéric Lepin, je suis le directeur de l'association Lyon Urban Data, en tout cas de Tuba. On est ravis de vous accueillir pour un nouveau café d'à-table au Tuba. Je présenterai notre intervenant juste après. Pour ceux qui ne le savent pas, éventuellement, Tuba, c'est donc un tiers-lieu dédié aux questions de territoire intelligent et durable, à la question des données, du numérique responsable, de l'urbain, de l'innovation de manière générale. Voilà, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 10 ans et qui intervient sur ces différents sujets, autant en acculturation qu'en accompagnement sur les différents projets. Les cafés d'à-table, ils s'inscrivent dans toute cette programmation d'à-table, justement, et d'animation d'un écosystème autour des données et du numérique responsable. Il y a différents temps, différents événements, mais ces cafés d'à-table, on les tient à peu près une fois par mois. Et en 1 heure, avec un partenaire, avec un intervenant, on va aller décortiquer un projet, un cas d'usage, IA, données, numérique, pour comprendre quelles étaient les ambitions, quelle est son origine, pourquoi il a été mené, comment, quels ont été les freins rencontrés, etc. Questionner le projet, ou le grand projet en l'occurrence. Et puis voilà, s'interroger sur aussi les externalités, les impacts, etc. Donc voilà, on tient ces cafés une fois par mois. Ils sont ouverts à toutes et à tous, sans prérequis de connaissances en matière de données. Avant de passer donc du coup la parole à Solal Gendrin, et que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté l'invitation et qui vient nous partager donc un projet ou une initiative qui s'appelle Grand Projet de réutilisation de données publiques, on va dire ça comme ça. On va commencer par un rapide tour de table. Vous en avez pour certains l'habitude, avec donc ce fameux questionnaire qu'on va vous demander de remplir via le QR code. Donc vous allez scanner le QR code, vous allez avoir différentes questions, 6 questions en l'occurrence, qui vont vous être posées, qui vont nous permettre de faire un peu connaissance, de mieux savoir qui est là, qui est dans la salle, et peut-être aussi quelles sont potentiellement vos attentes. La première, c'est est-ce que waouh, je vois que ça part vite. Est-ce que vous avez déjà participé à un café d'à-table? Oui ou non? On a quoi? On a 15 personnes à peu près connectées. Sinon, vous pouvez encore connecter en scannant le QR code qui s'affiche. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint aussi encore au fur et à mesure. Vous pouvez scanner ce QR code et répondre à ces petites questions. Donc, pour nous, aujourd'hui, la majorité, c'est une première. Et bien, très bien, bienvenue à vous toutes et tous pour cette première de café d'à-table. La deuxième question, une question d'implantation géographique. Est-ce que vous êtes plutôt sur le territoire de la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France ou même autre part? Voilà, très, 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 très majoritairement sur le territoire de la métropole. Tiens, ça. Voilà, très bien. Ouais, c'était pas forcément très étonnant au regard du sujet, en tout cas du projet tel qu'il est né et tel qu'il a été communiqué, peut-être pas jusqu'à présent, mais voilà. Hop, on continue. Vous travaillez plutôt pour donc une administration publique, une agence de l'État, une collectivité territoriale, une entreprise, une grande entreprise, une PME, une start-up, le monde académique, une association, autre. Et si vous nous rejoignez, vous pouvez encore scanner ce QR code pour répondre aux questions. Du coup, c'est assez partagé, hein, il n'y a pas vraiment de choses qui se dégagent. La sphère publique, peut-être un peu plus. Ouais, si ça vous monte un petit peu. Ah, quand même. Mais, ouais, si, un peu plus. Mais quand même, nos amis de la recherche ne sont pas là aujourd'hui. Allez, on poursuit. Du coup, le nom de votre structure, là, tout simplement, on vous demande de taper quelques lettres, quelques mots. Algoé, Data for Good, Terema, Métropole de Lyon, Résiste. Je n'ai pas le temps là de voir tout. En Suisse.
ça va trop vite. Bicycle. Ok. Clément. Ville de Lyon aussi. Allez, je chaîne sur la dernière ou l'avant-dernière question, je ne sais plus. Votre niveau d'expert, comment vous vous jugez expert sur les sujets data? Plutôt expert, plutôt intermédiaire ou plutôt novice? C'est là que la pression normalement pour l'intervenant, c'est à ce moment ou pas, selon la nature des réponses. Ah, plutôt intermédiaire et expert, si, ça te Ouais, moi, j'aurais coché novice de mon côté. Hein. Ah, ok, très bien, intéressant. Je crois que c'est un point que tu vas aborder par la suite. Et votre champ d'intervention, donc en fait, professionnellement, plutôt sur des SI, data science, design, commercial, marketing, RSE, plutôt chef de projet ou alors autre. Ah non, on a des pourcentages. Plutôt SI, data science, ouais, non, en fait, là aussi assez équilibré entre des profils plutôt numériques chef de projet ou autre. Ah, très bien. Eh ben, merci à toutes et à tous pour ces réponses, pardon. Et donc, on va passer à la suite. Donc, je vais laisser la parole à Solal. On a en gros 40-45 minutes de présentation, comme d'habitude. Et puis, évidemment, c'est participatif. Donc, il y aura un temps de questions et de réponses, en tout cas voilà, d'échanges. N'hésitez pas. C'est fait pour. Et puis, peut-être Solal, je te laisse du coup te présenter tout simplement. Et je te laisse la parole et la place. Bonjour à tous. Je m'appelle Solal Gendrin, je suis villeurbanais de cœur, d'adoption, on va dire. Au-delà de ça, mon travail est product manager. Donc, je travaille en start-up pour développer des sites web, pour résumer dans les grandes lignes. Donc, je ne viens pas du tout du monde de la data, je ne viens pas non plus du monde de l'urbanisme, mais je suis par ailleurs très content d'être ici avec vous. Alors, je ne sais pas à quel point est-ce que vous avez déjà entendu parler de grandprojet.com? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de consulter le site? Je reconnais certaines têtes. Ouais, pas tout le monde? Ok. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va s'axer justement autour de ce site web que j'ai créé un peu à la volée au début. Et puis, c'en est devenu quelque chose au final. Parfois, la vie est remplie de surprises. Hop, je vais démarrer la présentation et on est parti. Alors, comment se commence une présentation? Je me fais une idée. Hop, c'est là. Okay. Donc, aujourd'hui, la présentation, elle va s'axer justement sur ce fameux site, grand projet que j'ai eu l'occasion de construire. Mais avant d'en... Ah oui, carrément. Une barre au milieu de l'écran. Et on fait ça. Hop. Aujourd'hui, la présentation, du coup, elle va s'axer sur ce fameux site, grand projet, qui est... Beaucoup appellent ça une initiative citoyenne. J'appelle ça plutôt une obsession personnelle. C'est, vous allez le voir, un site qui avait pour volonté de regrouper l'ensemble des projets urbains de la métropole de Lyon, les travaux, etc. Avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Et pour me présenter, je vais décrire qui je ne suis pas. Je pense que c'est important. Je ne suis pas développeur, ou plutôt je l'ai été, j'ai eu un diplôme et je me suis séparé de ce milieu. Pas forcément que j'appréciais pas, j'étais juste mauvais et parfois il faut juste reconnaître son niveau d'incompétence. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas urbaniste. J'adore apprendre des urbanistes, mais c'est pas ma profession, c'est pas mon cœur de métier. J'aurais peut-être aimé dans une seconde vie l'être, mais en l'occurrence, c'est pas là où je me suis retrouvé aujourd'hui. Et troisième chose, au risque de décevoir peut-être certains d'entre vous, je ne suis pas passionné de data. La data, pour moi, c'est un petit peu comme le réseau. C'est un truc très complexe. Souvent, je le vois comme une contrainte et pas une opportunité. Alors, beaucoup d'entre vous pourront me taper sur les doigts à la sortie, mais on va peut-être attendre quand même la fin de la conférence pour que vous me tapiez dessus. Bon, ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui travaillent en data. Elles me rendent la vie beaucoup plus simple. Hop. Ceci dit, j'ai une passion dévorante. Cette passion dévorante, vous l'aurez deviné, avec cette belle image de Rio Lapac, c'est l'urbanisme. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'adore l'urbanisme. C'est-à-dire que quand je vois un trottoir pas assez large, ça m'énerve. Quand je vois un trottoir avec un beau revêtement de sol, ça me rend heureux. Quand je suis à une terrasse ombragée, avec un
beaux revêtements, j'adore. Ça me rend vraiment heureux. Quand je suis dans une rue avec une voie de bus, une piste cyclable qui vient d'être faite, merci aux gens de la métropole de Lyon qui sont ici, ça me rend heureux. Je sais que c'est bizarre. Je... J'acquiesce. Bon, ceci dit, je ne vais pas essayer de vous convaincre que l'urbanisme, c'est génial. Ce n'est pas l'objet ici. Pour tous les passionnés de data, je sais que l'urbanisme, pour vous, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu vague, mais je voulais juste que vous compreniez un petit peu le personnage, on va dire. Bon, on va aborder directement un sujet radicalement différent, et que personne n'aime les travaux. Bon, ici, à Place de Milan, on est gâtés. Vous allez être gâtés en plus pour les 5, 6, 8, 12, 15 prochaines années, et vous avez déjà été gâtés les 10 dernières années. Alors comme ça, au moins, voilà. Typiquement, ici, là où on est, c'est vraiment un endroit de renouvellement urbain par excellence. On se retrouvait finalement avec un lieu un peu cloisonné, enfermé, au niveau de la gare Pardieu, et c'est vrai que maintenant il s'est ouvert, il y a eu l'inauguration ces derniers jours, et on se rend tous compte de la différence et de l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien. Mais avant qu'on ait justement cet impact sur notre quotidien, il y a toujours cette fameuse phase de travaux. Et autant on est toujours content quand les travaux sont terminés, mais alors quand on se retrouve à devoir rentrer chez soi, qu'il pleut, mais qu'en fait le trottoir il est défoncé, que les voitures qui passent elles nous éclaboussent, que finalement on est pressé, mais qu'il y a un fameux cycliste pied-à-terre et qu'il faut finir entre les barrières, c'est embêtant. On a tous déjà vécu les travaux, que ce soit en télétravail avec un bruit de sulfateuse ou peu importe. On sait à quel point c'est emmerdant les travaux. Bon, ceci dit, la question qui se pose quand on voit toutes ces grues, quand on voit tous ces chantiers, quand on voit ces trottoirs défoncés, quand on voit ces rues complètement excavées, la question qui se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils y font au juste? Et c'est justement là où je pense sincèrement que c'est en comprenant l'origine des travaux qu'on finit par les accepter. Juste un trottoir défoncé, ça ne fait plaisir à personne. Si demain on nous dit vous allez être relié au chauffage urbain, ça fera des économies sur votre facture d'énergie, peut-être qu'il y a une meilleure acceptation des travaux qui va en découler. Alors c'est sûr que ça va toujours être une source de frustration, c'est toujours embêtant, mais c'est peut-être là où j'aurais dû m'arrêter un peu plus tôt. Je vous explique. J'ai commencé à me dire dans ma tête, j'habitais à Montchat, pour ceux qui connaissent, alors c'est très chouette, Montchat. Et puis il y a eu les travaux du T6 Nord qui ont commencé, il y a eu les travaux du trambus 11 qui ont commencé également. Bref, on a été assez gâtés en travaux, et puis j'ai voulu commencer un petit peu à référencer tous ces travaux, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils y font au juste. Alors j'ai commencé un petit peu à creuser de plus en plus en profondeur, et je me suis un peu écarté du quartier de Montchat. J'ai commencé à aller dans les autres villes de la métropole de Lyon. J'ai compilé de plus en plus de sources. Et là, on est vraiment parti, enfin je m'inclus, parti beaucoup trop loin. Puisqu'à l'époque, j'avais fini par, tous les soirs, me connecter finalement sur les appels d'offres, recenser un petit peu tous les travaux de la métropole de Lyon, du Citral. Et finalement, j'avais fini par compiler sur cette carte que je ne vous ai pas partagée, donc que vous n'aurez jamais vue, l'ensemble des travaux qui ont été réalisés au sein de la métropole de Lyon. Alors, personnellement, j'étais super content à cette étape-là. J'avais une quantité de données sur les travaux qui était absolument considérable. J'avais fini par réunir quasiment l'intégralité des appels d'offres que j'arrivais à trouver, que ça vienne des bailleurs sociaux, du Citral, de la métropole, de récupérer les plans, de tout apposer sur une carte. J'étais ravi. Mais je pense que si j'avais partagé ça sur LinkedIn, je ne suis pas sûr que ça aurait eu l'écho que ça a eu aujourd'hui. Et c'est justement là où je pense que la vraie question qui se pose autour justement des travaux et de comment communiquer autour de la donnée, ce n'est pas uniquement une question de fournir la donnée, mais il y a aussi une question de comment est-ce qu'on la transmet de manière intelligible, agréable. Et du coup, j'enchaîne directement sur la récupération de ces informations. Je voulais juste vous faire un petit préambule à ce niveau-là. L'information, elle existe. L'information, elle est là. Beaucoup se plaignent aujourd'hui de se dire « Ah, je ne comprends pas les travaux qu'ils font en bas de chez moi, etc. »
En réalité, l'information existe déjà. Les services de la ville, de la métropole, du Citral font vraiment d'excellents comptes rendus de concertation, des documents de concertation, des fiches projets sur le site de la métropole, sur le site de la ville. Vraiment, je veux insister sur ce point. L'information aujourd'hui sur les travaux, les projets urbains, les projets de mobilité existe au sein de la métropole de Lyon. Et pour avoir cette passion un peu bizarre qui m'a poussé à aller voir sur d'autres métropoles comment ça se passait, je peux vous dire qu'on est vraiment gâté. On a une qualité d'information assez exceptionnelle. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'elle est dispersée. Elle est dispersée à plusieurs niveaux. Déjà, au sein de la métropole de Lyon, on se retrouve à avoir de l'information du coup sur le très bon site d'Open Data Grand Lyon, que je vous invite à aller visiter, parce que vraiment, il est bien construit et on y retrouve un tas de données vraiment super intéressantes. La deuxième chose, c'est qu'on va trouver pas mal d'informations, notamment sur les projets urbains, sur le site institutionnel de la métropole de Lyon. On pourra aussi trouver beaucoup de données de travaux via l'Agence des mobilités, qui est assez bien construite également. En termes de données également, il y a les données associatives de Cyclopolis et également du coup de leurs contributeurs, la ville à vélo. Si vous faites du vélo, que vous vous renseignez un petit peu sur les voies lyonnaises, etc., c'est vraiment un cas d'exemple de site associatif construit. Vraiment, c'est une petite pépite. Au-delà de ça, on a des informations du coup sur les prochains projets de mobilité via le Citral, Destination 2026. Puis après, je vais la faire courte, mais il y a aussi le site institutionnel, enfin tous les sites des villes, que ce soit Ville de Lyon, Ville de Villeurbanne. Alors on a aussi les sites par arrondissement à Lyon. Et puis en dernier lieu, et vraiment ne vous y aventurez pas, tous les sites d'appel d'offres du Grand Lyon, du Citral, des maîtrises d'œuvre, etc. Ouais. Tout ça pour dire que on a une quantité, là que je vous présente, d'informations considérable, mais que par nature, elle est dispersée. Et du coup, il m'est venu la question suivante, c'est comment est-ce qu'on pourrait réussir à mettre en valeur toute cette information finalement qu'on a accumulée au fur et à mesure du temps. Quand on a un problème, on prend une carte, et généralement c'est résolu. Je ne sais pas si ici il y a des fans de cartographie, c'est vrai que c'est un petit monde de très très grands passionnés. Je pense en faire partie. Voilà. En tout cas, quand j'ai un problème dans ma vie, je me dis qu'une carte pourra le résoudre. Donc c'est là où j'ai commencé du coup à créer Grand Projet sous la forme que vous connaissez aujourd'hui. Alors, Grand Projet, finalement, qu'est-ce que c'est? Comment ça a été construit? Comment ça a été imaginé? Donc, Grand Projet, l'idée, c'était de regrouper tout un ensemble de projets de mobilité, de regrouper tout un ensemble de projets urbains, notamment de projets cyclables, de recenser finalement tous les travaux, donc toute cette donnée finalement qui existait déjà, et de le mettre dans un seul et même site. Donc là, en l'occurrence, on a toutes les données ce que je vous présente, c'est les données de mobilité. Donc là, l'idée, par exemple, ça a été de dire, tiens, il y a le tram T8 au sein de la métropole de Lyon qui est en train d'être construit. Donc, on affiche le tracé. En l'occurrence, le tracé, j'ai dû moi-même créer finalement cet objet géographique sur la carte et les recenser directement. Et l'idée, c'est quand on clique sur voir la fiche complète, justement, on peut retrouver toutes les informations, les liens vers le site des concertations, des illustrations du projet, etc. Bon. Idem pour les projets d'urbanisme. Là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstruit finalement ces objets géographiques que vous voyez directement apposés sur la carte, et ils proviennent directement du site institutionnel Grand Lyon. Et donc finalement, ça va rediriger, faire un pont justement entre d'un côté les différents quartiers que vous pouvez visualiser sur la carte et de l'autre côté les grands projets urbains de la métropole de Lyon via leur site. On a également du coup recensé sur le site les aménagements cyclables qui découlent directement de Cyclopolis, qui fournit justement en open data tous ces tracés géographiques. Et puis, enfin, et là je dis merci à l'open data, merci à l'Agence des mobilités, cette carte finalement qui recense tous les travaux au sein justement de la métropole de Lyon. On va arriver à un moment plus de démo du site après, donc je m'y attarde pas trop aujourd'hui sur le comportement de ce site. En tout cas, un point que je trouve essentiel, et pour rebondir sur ce sur quoi j'étais en train de parler, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de fournir l'information. Je pense que la manière dont on fournit l'information est particulièrement importante.
Si on prend l'exemple de la gare Pardieu, je donne l'exemple vu qu'on est directement impacté ici par ce projet. Si on ne remet pas un petit peu dans le contexte historique un projet urbain, je pense qu'on perd beaucoup de données. Si par exemple, on n'explique pas à quel point la gare Pardieu a été créée un peu en toute rapidité parce qu'il y avait l'arrivée du TGV, que la gare de Brotteaux et la gare de Perrache n'étaient pas adaptées pour faire l'axe nord-sud, etc., bah, finalement, on perd une quantité d'informations assez importante. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé vraiment de faire du site une forme d'expérience, dans le sens où le site n'est pas uniquement là pour proposer et montrer finalement quels sont les projets urbains et quels sont les travaux, mais aussi pour récupérer l'information de la manière la plus immersive et la plus ludique possible. Je pense vraiment que l'aspect interactif est important. Euh, les personnes qui ont vocation à utiliser ce site ne sont pas directement les personnes qui vont administrer les travaux, etc. Je pense qu'il y a vraiment une question de comment le rendre utilisable par tous en proposant une expérience qui soit sympathique. J'adore absolument, je suis un énorme fan de cette couche IGN 1960 qui nous permet directement de retrouver des imageries satellites d'époque. Allez sur Grand Projet, vous allez dans les imageries satellites. Vous pouvez aussi aller sur Remonter le temps IGN et vous retrouverez aussi les informations. Mais en tout cas, c'est vraiment une pépite pour retrouver des images satellites. On voit par exemple que le parvis de Brotteaux ici était directement un énorme parking dans ces années-là. Voilà, juste pour faire un peu de perspective historique. Pareil, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient je veux un mode sombre. Bon, bah, proposons un mode sombre. C'est vraiment ces petites touches qui font que, en l'occurrence, là, c'est un mode sombre qui va automatiquement s'adapter avec l'heure ou la configuration du téléphone de la personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment essayé de faire en sorte de proposer une bonne expérience de bout en bout et pas juste de pousser l'information telle qu'elle. Un petit peu de prospective et puis ensuite, on va passer à la démo. Vu les retours que j'ai eus, et vraiment, je tiens à remercier l'ensemble des collectivités, administrations et associations, je me suis dit, et si finalement, juste la structure du site est créée et permet d'accueillir tout un tas de projets, et si on proposait à n'importe quelle structure d'agrémenter finalement ses propres projets par-dessus, de les accoler. Et donc, on a travaillé pas mal d'arrache-pied là-dessus. Et maintenant, on est content parce qu'on peut enfin proposer à toutes les collectivités qui le désirent une version de grand projet directement en marque blanche. Par marque blanche, je veux dire qu'il y aurait leur logo, leur projet, et juste ça. Et de mon côté, je m'accompagne à accompagner bénévolement tout ce qui va être conseil de quartier, association, ONG, mission locale, si elles souhaitent déployer le site de leur côté. Voilà, maintenant, ça se fait vraiment d'une manière très aisée. Je vous propose directement de passer à la démo, maintenant que j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche sur le site. Alors, vous avez le gros QR code, hop, que vous pouvez scanner. Cachez ça. Là, comment le cacher? Ça devrait marcher. Parfait. Hop. Alors, dites-moi une fois que c'est scanné pour tout le monde. Sinon, vous avez l'URL grand avec un S, projet avec un S.com. Et donc, voici le site en question. Donc, j'imagine que vous avez eu le temps de le scanner. Vous pouvez le voir également sur votre téléphone ou autre. N'oubliez pas de le mettre en favori, bien entendu. Plus sérieusement, ici, du coup, sur la carte, vous voyez en arrivant directement l'ensemble des grands projets, en l'occurrence de la métropole de Lyon. En vert, vous voyez l'ensemble des voies lyonnaises qui sont planifiées. En bleu, vous avez les projets urbains et en violet, vous avez les projets directement de mobilité. Ouais. Le site tel qu'il a été construit permet de survoler directement la carte et de voir quels sont les projets attenants. Donc là, par exemple, on voit que je survole par exemple la voie lyonnaise 10, le trambus 12,
le projet Grande Porte des Alpes, la nouvelle C200, Lyon-la-Duchère, etc. Et donc, enfin, en tout cas, je l'ai voulu vraiment comme une forme d'expérience immersive. Donc, on peut directement, au survol sur la carte, au clic, cliquer sur un projet et ça va directement nous ouvrir justement la fiche détail. Donc là, en l'occurrence, on a le Trambus 12. Hop. Et donc là, je vois directement une petite description, etc., qui m'explique quel est justement ce projet. Et je vais pouvoir également voir la fiche complète, qui me permet d'avoir vraiment tout le détail, avec le lien vers le site officiel, justement, qui a pour vocation de mettre en valeur la donnée publique déjà existante, avec également l'ensemble des documents de concertation qu'on peut directement visualiser à l'intérieur du site sans jamais finalement sortir du contexte, sans avoir à télécharger quoi que ce soit. On peut directement le visualiser ainsi. Et puis en dessous, un article que j'ai rédigé qui explique un petit peu tous les tenants et aboutissants du projet, le contexte historique, comment est-ce qu'il a été passé, décidé, imaginé, etc. Voilà. Donc là, typiquement, vous voyez, c'est tout un ensemble de projets qui sont listés ici, que ce soit dans la catégorie transport, que ce soit dans la catégorie vélo ou encore urbanisme. L'idée, c'est vraiment qu'on retrouve l'ensemble des projets urbains de la métropole. Voilà. Si vous avez des questions déjà jusque-là, sur l'utilisation du site ou autre. Après, on aura l'occasion de faire une partie questions-réponses plus élaborée. En ce moment, jusque-là, je continue un petit peu. Ok. Ouais. Oui, exactement. Donc, il y a une option de localisation. Je pense que le PC ici va probablement bloquer et il n'est pas muni d'une puce GPS. Mais, ceci dit, ça localise quand même, juste avec un rayon très large qui affiche le rayon probable de localisation. Voilà. Sur vos téléphones, ce sera beaucoup plus précis, de l'ordre de quelques mètres près, comme sur Google Maps ou autre. Donc là, en l'occurrence, on voit que ça s'est bien localisé à Lyon-Part-Dieu. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a d'autres options qui sont présentes. Vous pouvez également rechercher par adresse. Si vous avez une adresse précise en tête et vous voulez regarder vraiment ce qui est à proximité. On a ce fameux mode sombre, mode clair, hop, qui s'applique également automatiquement. Et puis ici, c'est les fameuses options dont je vous parlais, qui permettent du coup d'avoir des vues d'époque, en l'occurrence en 1960. Regardez un petit peu la Part-Dieu, à quel point c'était... D'ailleurs, c'est plutôt 1955 de mémoire pour celle à Lyon, en tout cas. Mais en tout cas, là, on voit qu'à Lyon, bah, finalement, c'était les fameuses casernes avec le dépôt de train. Si je me souviens bien, c'était principalement de marchandises. C'était vraiment en cœur de Lyon. On voit vraiment tout le quartier de la Part-Dieu qui a été intégralement rasé et reconstruit sur lui-même. Donc voilà, il y a tout un tas de données. On a 1960, on a également 1980. On voit par exemple l'apparition de l'hippodrome, du centre commercial, Lyon-Part-Dieu. Voilà. C'est assez impressionnant, hein. Et puis les débuts des travaux aussi à la gare Part-Dieu, j'ai l'impression, à cette époque-là. Bon. Et puis enfin, on a tout un tas de filtres qui permet également d'avoir des informations qu'on ne retrouve pas par ailleurs et qui va finalement compiler les informations qui sont déjà présentes. Hop, alors je vais vous les afficher sur fond clair, ce sera plus lisible. Et par exemple, on a toutes les informations des emplacements réservés sur le plan local d'urbanisme. Voilà, c'est pas grand-chose, mais par exemple, là, on voit que devant le centre commercial, on a un emplacement réservé d'élargissement de voirie. Ça peut être aussi une manière simple de récupérer des informations assez classiques qui sont proposées d'ailleurs par Data Grand Lyon, directement. Je ne vais pas trop m'attarder sur vraiment le détail du comportement du site. Je voulais juste faire un petit focus sur les travaux. Je me suis rendu compte au travers des chiffres d'utilisation du site que finalement, c'était une des choses qui intéressait le plus. C'est justement ce fameux onglet travaux qui permet de visualiser d'un coup d'œil finalement l'ensemble des projets, enfin de l'ensemble des travaux présents dans la métropole de Lyon. Et donc là, l'idée, c'est par exemple de se dire, tiens, juste en face de nous, bah, on a la rue qui est en travaux, qu'est-ce qui se passe? Et on a directement l'information que c'est l'aménagement d'espaces publics, de telle adresse à telle adresse, et qu'on avait une durée estimée jusqu'à environ fin 2025, et donc on se trouve à peu près à la moitié de la durée des travaux planifiés. Voilà. Et donc vous avez ces informations sur tout. Là, par défaut, j'exclus tout ce qui va être travaux de réseau, donc gaz, eau, télécom, mais on peut vraiment avoir l'ensemble des données
présent, qui n'est pas totalement exhaustif, mais on retrouve une bonne partie des informations en tout cas. C'est consultable d'ailleurs comme parce qu'on peut consulter des travaux qui ont eu et qui sont terminés aujourd'hui. Alors, les données disparaissent automatiquement de la couche. Généralement, à peu près quand c'est terminé, elles ont vocation à disparaître. Ce n'est pas le cas de toutes les données. Parfois, par exemple, on remarque celle-ci de mémoire, hop, qui est terminée depuis avril 2025 et qui est encore présente. Ceci dit, moi, je propose bien un filtre pour savoir, choisir du coup les données dont la fin est présente avant. Comme sur le site de l'Agence des mobilités, si je me trompe pas. On peut également choisir à une date donnée. Non? La carte des travaux. C'est pas la carte, ok. Sur la carte des Ouais. La carte des travaux. La carte des travaux. Non, parce qu'elle est remplie à la main. Donc... Ah. En tout cas, on peut consulter les travaux prévus à une date précise, non? Pas sûr. Ouais. J'avais testé comme ça. Okay. Mais parce que c'est la carte des travaux de la mobilité, elle ne va pas chercher l'info d'une source data, elle est remplie à la main en fonction des arrêtés qu'on reçoit. Et du coup, les travaux sont, c'est mis de date à date en fonction de l'arrêté. Ok. Voilà. Donc, Blaise, ça va être Moi, je ne me base pas directement sur l'agence de mobilité, moi je me base vraiment sur l'open data carte de travaux. Mais c'est quasiment similaire. Oui, c'est vraiment les arrêtés comme ça. C'est parce que des fois, il y a des cartes de date et tout ça, bon, c'est l'info. Ok. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. On a un petit peu fait le tour. On peut répéter les questions au moment. Ah oui, bien sûr. On soit plus clair. Très bien. Et en tout cas, en ligne aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je peux les voir. Oui. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas, bien sûr, c'est possible, mais c'est, par exemple, là, je clique sur un projet, et il y a marqué la fin du projet global, et par exemple, c'est un tram, donc c'est très long. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès aux données plus précises? Est-ce que ces données existent? Par exemple, telle rue sera opérationnelle, même sans tram? Bien sûr. Alors, en l'occurrence, la question était de savoir, pour, par exemple, les projets de tramway sur lesquels il y a un séquençage prévu des travaux, de savoir quelles portions seraient réalisées les unes avant les autres, etc. Alors, à ça, du coup, en l'occurrence, par exemple, si on suit les travaux du T9, ici, hop, donc si on superpose le tracé du T9 et la carte, on voit que sur la quasi-totalité de la longueur du tracé, on voit que des travaux ont été renseignés directement sur la gauche. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que au niveau du boulevard des droits de l'homme, on a une date à peu près prévue avec fin avril 2026. Et si on remonte sur ce tronçon-là, pour le coup, qui a commencé bien plus récemment, c'est septembre 2026, etc. Bon. Et du coup, ainsi, on peut un peu savoir quels sont les différents tronçons qui vont être réalisés à quelle période. Oui. Alors, au niveau justement de la... Je ne sais pas si vous avez entendu la question, mais là, ouais. Okay. En tout cas, à la question de la mise à jour des données, c'est une question qui est cruciale. Pour le coup, moi, le site, il vit tel quel, je n'ai pas besoin de le maintenir au jour le jour. Sur finalement, cette carte spécifique des travaux, c'est automatiquement mis à jour via l'Open Data du Grand Lyon. Donc, à chaque nouvelle session utilisateur, un ordinateur qui va se connecter, il va charger la couche, il va la mettre automatiquement dans le cache du navigateur pour une certaine durée que j'ai définie. Et voilà. Donc, en fait, il a l'information à l'instant T, telle qu'elle est fournie par la métropole de Lyon. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne mets pas à jour les informations de travaux. Ceci dit, je mets à jour manuellement les informations ici, donc de transport, de vélo et d'urbanisme. Et on pourra un petit peu y revenir sur comment est-ce que je maintiens justement ces informations. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hop. Donc, là, en l'occurrence, je me suis connecté. Je ne vous indique pas comment faire. Et ici, vous pouvez soit créer, soit modifier directement des contributions. Donc là, par exemple, en l'occurrence, on voit que
j'ai l'ensemble des contributions. Ce que j'appelle une contribution, c'est un projet que j'ai créé sur la carte. Et donc là, on voit tous ceux qui ont été créés. Quand on clique finalement sur un projet, on peut voir du coup son nom, sa catégorie. On peut également voir le tracé sur la carte et on peut en déterminer un nouveau si on le souhaite directement depuis le site. Ici, on va juste déposer une image de couverture, une méta pour le référencement, une description et le contenu de l'article. Et c'est tout. On n'a plus qu'à finir par mettre le lien officiel vers le projet et les documents de concertation qui sont liés. On enregistre et le projet est créé. Vous voyez, ça se fait d'une facilité quasi déconcertante. Moi, derrière, je peux directement les mettre à jour, les supprimer comme je le souhaite ou en créer de nouveaux sans aucun problème. D'ailleurs, si vous pouvez voir qu'il y a une notion d'approbation, c'est aussi parce qu'il y a une notion de collaboration. J'aimerais à terme que n'importe qui puisse soumettre ses propres projets directement sur la carte et derrière qu'il y a un mécanisme d'approbation, un petit peu finalement comme Wikipédia. Voilà. Où n'importe qui pourrait soumettre une idée, un projet local et qui puisse être juste approuvé par la communauté. Alors, la question de savoir si je me suis mis en lien avec des laboratoires de géographie, non, pas du tout. En l'occurrence, les données que j'utilise d'un point de vue géographique, elles proviennent soit de l'IGN pour les cartes historiques, soit de Esri, qui est une boîte qui fournit des imageries satellites et qui a l'avantage de fournir des données qui sont très très récentes par rapport à ce qu'on peut trouver sur Google Maps ou autres. Et au-delà de ça, après, mes fonds de cartes, c'est vraiment du classique, donc du leaflet avec aussi le super travail qui est fourni par OpenStreetMap. On ne se passe souvent à les remercier, on prend souvent ça pour acquis. Oui. En termes d'utilisation du site, je disais tout à l'heure que c'était la partie travaux qui bien. Est-ce que tu as d'autres petits retours à nous partager sur l'analyse des comportements utilisateurs, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a shifté sur le site, c'est quelque chose que tu as appris ou pas, et potentiellement s'il y a des changements ou améliorations, très bonne remarque. Vous voyez ce bouton. En réalité, 80% du travail de site, il est derrière le bouton, de voir la fiche complète. C'est ça qui demande le plus de temps en termes de maintenance, d'information, etc. Quand j'ai commencé à construire le site, ce bouton était vert, carré, et faisait à peu près la même taille. Et j'étais frustré parce que quand je regardais les sessions des utilisateurs, quasiment personne ne cliquait sur ce bouton. Je pense que ça fait peur, le mot déjà fiche complète, et puis souvent on est en train de se dire ah, tiens, j'aimerais bien avoir les informations qui sont. J'ai fait pas grand-chose, mais j'ai rajouté cette petite animation qui arrive au survol. Ça a multiplié par 4 le nombre de clics sur le bouton par session utilisateur. On est passé de l'ordre de 5% à 20% de clics sur le bouton quand une personne arrive à ce niveau-là, ce qui est assez considérable. Parfois, ça se joue vraiment à des tout petits détails, mais je pense qu'il faut aussi vraiment guider l'utilisateur sur le scénario désiré. Autre chose, quand j'ai commencé à concevoir le site, je pensais que l'élément principal de navigation, ce serait les filtres. Je me suis complètement foiré. Vraiment. En fait, je me suis dit, mais en fait, les filtres, c'est génial. Ça offre un champ des possibles absolument colossal. On peut tout faire via les filtres. Je pensais à moi en tant qu'utilisateur principal, pas du tout au commun des mortels. Et c'est là justement où j'ai commencé à agrémenter un petit peu cette navigation de gauche qui a vraiment pour vocation de mettre en valeur les projets, de ne pas avoir peur de montrer peu d'informations à chaque fois, mais en tout cas de la montrer de la manière la plus qualitative possible. Et après, on est vraiment sur l'ordre du détail, mais autre chose qui m'a un petit peu surpris, c'est j'avais rajouté un petit peu cette animation au survol des gens qui survolent, et puis je me suis dit, en fait, ça pourrait être sympa qu'il y ait une petite illustration qui arrive au-delà d'un certain temps au survol. Ça marche super bien, un peu trop bien, quand les personnes ici, je remarque souvent ce comportement, elles veulent regarder la 1, puis la 2, et puis en fait, ça leur oblige à faire un comportement un peu bizarre au clic. Mais alors, me demandez pas pourquoi, mais alors depuis qu'il y a cette fonctionnalité, les gens passent beaucoup plus de temps dans la navigation, à creuser et à fouiller sur plus de projets. Alors, j'ai pas les chiffres précis,
Mais j'ai regardé pas mal de sessions utilisateurs et je peux vous assurer que depuis qu'il y a cette petite animation Furvol, j'ai vraiment l'impression que les gens passent beaucoup plus de temps à consulter les projets et ont plus tendance aussi à cliquer dessus. Alors la question c'est de savoir si ce site était un bâtiment, quelle serait son architecture ou... Je pense à la place de la carte, les travaux dans les... Bonjour, si je peux me permettre de réagir, Ouais. parce que j'ai posé la question. Non, c'est pour savoir si au niveau du fond de carte, là c'est un fond de carte d'une ville, est-ce qu'on pourrait utiliser un fond de carte qui soit un bâtiment, qui soit une usine, qui soit même ok. une pièce à aménager, enfin un corps humain, en fait un corpus de points à partir duquel il y aurait des projets. Alors on pourrait le faire sans trop de problématiques. Mon plus gros questionnement est que j'utilise ce qu'on appelle des couches GeoJSON. Donc finalement, c'est une forme de fichier d'image vectorielle qu'on impose sur le plan. Et en l'occurrence, il y a des coordonnées GPS plus ou moins indiquées dedans. Je ne sais pas si, par exemple, si vraiment on veut refléter des vraies coordonnées GPS pour un corps humain, etc., à quel point ça pourrait le faire. Mais je suis sûr qu'il y a des méthodes qui permettraient de le faire, voire même assez simplement. Bon, idéalement, c'est plutôt un bâtiment, hein. Un bâtiment, en fait, de la géolocalisation au centimètre ou au mètre, on doit pouvoir le faire. Je pense, oui. Honnêtement, je vois pas. Enfin, je pense que c'est complètement réalisable. Je vous Voire remercie. même, ça pourrait être assez simple. Moi, j'avais une question sur les sources de données remontées. Moi, je vis à Villeurbanne, il y a plein de travaux à Villeurbanne. Voilà, la session utilisateur, elle est très villeurbannaise. Et du coup, je me disais, il y a aussi tout un tas de travaux qui sont en fait des initiatives privées. Enfin, certes, il y a des permis de construire public, mais une construction d'immeubles qui ne rentrent pas dans des grands projets, etc. etc. Est-ce que ça, du coup, c'est intégrable? À quelles conditions? Où est l'info? C'est voilà, les projets qui ne sont pas d'un portage public direct. Alors, à ce niveau-là, en tout cas, moi aujourd'hui, je ne référence que les projets renseignés par la métropole en amont. Je ne mets pas mon nez finalement dans la donnée, je l'intègre telle qu'elle. Ceci dit, j'ai eu pas mal de retours d'acteurs des mobilités, notamment, qui cherchaient, qui se posaient les questions à savoir est-ce que moi je pourrais apposer mes propres travaux de mes propres données. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais vocation finalement à construire, c'est au clic sur travaux qu'on puisse finalement soi-même renseigner tout un tas de données individuelles avec potentiellement une date ou pas, un endroit et une localisation du travaux. Voilà. C'est notamment utile si ce site a vocation à s'exporter sur d'autres villes que juste la métropole de Lyon, vu que toutes les villes et métropoles n'ont pas la même qualité de données que celles que l'on reçoit nous de notre côté. Voilà. Parce que quand une ville accorde un permis de construire, ça doit bien être mis quelque part. En fait, tous les travaux qui sont publiés, s'ils ont une emprise sur l'espace public, il va falloir qu'ils fassent une déclaration, ils vont avoir la quelque part. Donc, elle sera quelque part. Mais ceux qui vont se trouver là, c'est ceux qui auront une emprise sur la chaussée, sur la voie publique. Donc, si c'est juste quelque chose de même sur un terrain privé, par exemple. Oui, mais si par exemple ça déborde, Si ça déborde, vous allez le voir, vous allez le barrer ou ah bah c'est oui, c'est des barrés. ben là, en tout cas, ça n'est pas dans le site. Ils apparaîtront, ils seront sur le. On les verra ici dans les travaux. Mais souvent, on va voir... J'ai deux exemples en tête là qui Sur l'agence immobilier. Ou alors c'est d'accord qu'il faut exclure les réseaux. Oui, ça va être hors de réseau, peut-être que. Oui. je regarde, je crois. Mais, donc normalement ils sont censés y être, c'est ça? C'est quoi comme type de travaux? Bah, du coup, des constructions d'humains qui ont occasionné sur le trottoir, sûrement ils ont fermé la rue. les deux. J'ai deux exemples en tête et qui n'apparaissent ni l'un ni l'autre dans mon quartier, à Villeurbanne. C'est pour savoir du coup qu'est-ce qui est intégré dans la base de données. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que juste à côté de chez moi, il y a eu justement une construction d'immeuble qui a occasionné une coupure partielle de la rue et que c'était bien signifié. D'accord.
Donc c'est censé être dedans et c'est voilà, j'ai juste pas mis les mots. À ma connaissance. Ah bah oui, Ouais, ouais. ils sont déclarés. Euh, Deuxième question. Alors, tu as indiqué ne pas être développeur et être novice en data. Comment le projet a-t-il vu le jour d'un point de vue technique? D'autres personnes aux compétences spécifiques ont-elles contribué? Quelles ont été les principales difficultés rencontrées, autant sur les sujets de data que sur la partie website? Alors, je suis un usurpateur dans le sens où ce site, tel que vous le voyez, a été construit quasiment intégralement à l'aide de l'intelligence artificielle. Non, mais pour le coup, on peut tuer l'intelligence artificielle autant qu'on le souhaite. En l'occurrence, c'est vraiment un outil qui est assez formidable pour aider à faire émerger une idée. Là, en l'occurrence, Alexis est en train de m'aider justement à remettre tout ce site au propre après ce que l'IA a généré comme code. Mais en tout cas, la version que vous voyez là actuellement est une version dont le code a été à 99,5% généré par de l'intelligence artificielle. Et ça fonctionne. Je ne dis pas que le code est parfait, mais il fonctionne et il rend service aux gens, je l'imagine. C'est vrai que ça a été pas mal un défi de construire un site uniquement avec de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas non plus, ceci dit, que ça aurait été possible, en tout cas de mon niveau d'expérience, de le faire si je n'avais pas au préalable été développeur, parce que je serais complètement parti dans les choux, je pense, dès les premières heures de la construction du site, et que finalement j'ai réussi à le construire à l'aide de l'IA, aussi parce que j'avais des connaissances en développement. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidé à construire le site. La deuxième chose, au niveau des difficultés que j'ai rencontrées en construisant ce site, c'est que je ne savais pas du tout où j'allais. C'était un flou total. Ce site, vraiment, quand j'ai commencé à le construire, c'était un site pour moi, pour ma petite personne. J'étais très content de voir tous les projets urbains à côté. Et puis j'y allais le soir, je me connectais, etc. Et puis je voyais les données que moi-même j'avais renseignées. C'est peut-être quelque chose d'un psychopathe, je ne chercherai pas à nier. Mais du coup, en fait, au début, par exemple, je pensais que tout allait passer au travers des filtres dans l'usage. Je me suis complètement planté à ce niveau-là, comme je vous ai dit. Et donc, faire vivre un site qu'on a construit sans trop savoir où on allait, revenir en arrière, revenir en avant, etc., ça crée quelque chose derrière dans le code qui peut vite être chaotique. Donc finalement, ça me demandait beaucoup de temps, et ça nous demande beaucoup de temps maintenant de le maintenir, de remettre toutes ces données au propre. Voilà. Oui. Ah, je vais sur le pipeline des data, savoir où est-ce que c'est, je sais pas, enfin, LinkedIn ou il y avait beaucoup de documentation, tu as tout exploré. C'était scrapping à la main, projet par projet, un pipeline automatique. Alors, je peux vous montrer quelque chose. Hop. En réalité, la plupart des informations, je les ai réunies moi de mon côté, je les avais posées sur la carte que j'avais eu l'occasion de vous présenter pendant le slide. Mais quand j'ai dû reconstruire ce projet, là, j'avais besoin d'une donnée structurée, une donnée que je n'avais pas du tout structurée. Je voulais pour chaque projet avoir une image d'illustration, une méta pour le référencement Google, une description de moins de 300 lignes, et puis une fiche projet pour le coup d'au moins 2000 caractères. Je me retrouvais à avoir ça, à avoir quasiment 60 projets différents à compiler à la main. Et puis en parallèle de ça, j'ai un boulot, j'ai 2 chats vraiment mignons qui attendent des câlins. C'est très compliqué. Donc c'est à ce moment-là finalement où j'ai utilisé un agent GPT que j'ai finalement entraîné à la fois sur des données en ligne et sur les documentations finalement que j'avais réunies, de documents de concertation, etc. Chaque requête prenait vraiment des heures. C'est, vous savez, les fameux agents GPT que vous pouvez avoir sur GPT-5 quand vous mettez en mode pro. Chaque requête mettait vraiment des heures. C'était long. Ça a été très pénible de faire ça 60 fois. Mais pour le coup, ce qui était vraiment bien, c'est que je lui avais vraiment demandé de sourcer toutes les informations, tous les faits et de creuser vraiment au fur et à mesure. C'est une méthode que j'ai utilisée initialement pour faire les contributions que vous avez probablement pu voir sur le site.
Mais derrière, maintenant, je ne referai plus exactement de la même manière parce qu'un agent, c'est très limité. On ne peut pas l'utiliser par API tiers. Donc, en fait, si on sort de son espace de connexion ChatGPT, on ne peut pas proposer à un tiers de l'utiliser. Et moi, j'ai vraiment vocation à ce que ceci puisse être utilisable par tout le monde. Donc là, récemment, en fait, j'avais recréé un module un peu différent qui me permet de rédiger des brouillons d'articles avec l'assistance de l'IA. Et donc, en l'occurrence, ce site permet, peut-être un peu dézoomé pour vous, ce site permet de déposer directement des PDF, potentiellement de concertation, de mettre directement des URL qu'on souhaite, de rajouter des notes, et puis par exemple aussi rajouter une recherche Google. Alors, je ne sais pas si sur ce réseau ça va marcher. On va mettre allez, T10 Vénitieux. Hop. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça recherche 10 résultats Google. Bah là, par exemple, vous voyez, nouvelle ligne de tramway, T10, ville de Vénissieux. Je considère que c'est une information intéressante. Le site destination 2026 et Citral, c'est de confiance. Wikipédia, pourquoi pas. Par contre, Lyon, vieux papier, non, pas forcément. Voilà. Donc, je peux définir, par exemple, ce qui m'intéresse pas pour construire mon article. Je les ajoute directement à la liste. Oui. Ah. Alors, attendez, il faut que j'apprenne à utiliser Microsoft Teams, ce qui ne va pas être une mince affaire. C'est bon? Okay. Ah bah attends, c'est pas mon ordinateur. Mais en tout cas, on peut uploader des PDF, et là, directement, je vais pouvoir lancer la lecture des documents. Donc en fait, par exemple, on pourrait vraiment avoir des documents de concertation ou autre. Hop, je lance la lecture des documents, et instantanément, là, ça va me transformer ces textes en compilation de mots, automatiquement. Et ensuite, je vais directement envoyer ça dans un prompt pour un modèle GPT-4o, qui va automatiquement lancer 3 requêtes, une pour construire la SEO, une pour construire la description du projet et une pour construire l'article. J'avais expérimenté aussi à subdiviser l'article en niveau de titre et en fait faire plein de requêtes pour que ce soit beaucoup plus qualitatif, mais j'ai eu beaucoup de problèmes sur la composition d'ensemble de l'article qui était assez médiocre. Voilà. En tout cas, là, du coup, je peux directement générer le contenu basé sur l'ensemble des sites et là, ça va me rédiger automatiquement ma description, la méta de mon article. Voilà. Ça répond à la question? Oui. Mais donc, en fait, j'ai un peu automatisé cette partie aussi pour gagner du temps. Le système de recherche a déjà une base de données de sites fiables ou ça cherche sur Internet? Non, ça cherche via DuckDuckGo. DuckDuckGo. C'est comme Google. Ça va chercher en ligne des résultats de recherche. C'est classique, oui. J'ai une question. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a un moyen de chercher des projets par maître d'ouvrage? Par exemple, je ne sais pas, je regarde parce que je parle aussi. Chercher tous les projets du site. Que tous les projets ne sont pas tous des projets métropole, mais parfois Citral, mais parfois réseau et Indis. Pareil, j'ai une enquête qui est sur ça. Alors, sur les travaux, en l'occurrence, moi ici, j'ai récupéré uniquement les informations de nature chantier, commune, etc. Je crois que dans la base d'Open Data, on peut savoir qui est la maîtrise d'œuvre, Enedis ou autre. Donc, je pourrais l'intégrer. Par contre, je ne l'avais pas fait parce que je me suis dit, pour la plupart des gens, ce n'est pas forcément comme ça qu'ils vont chercher par maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage. Mais on pourrait le faire théoriquement. Distinguer des projets par exemple MLS, c'est aussi un petit peu comme ça que j'ai exclu les travaux de réseau, par exemple. C'est en filtrant ce qui n'est pas Enedis, tout ce qui n'est pas. Ah oui, du coup. Pardon, c'est un super boulot. Moi, je suis développeur et je me pose plein de questions au niveau de la stack technique. Du coup, quelle est la base de données derrière? Comment ça fonctionne? Où est-ce que c'est hébergé? Quelle technologie vous utilisez? Et puis, le temps que ça nous a pris de toutes ces briques. Alors, je pense que vous n'avez pas fait ça d'une traite, comme vous expliquez, ça a été en plusieurs fois. Mais globalement, j'ai une idée de. Alors, en termes de stack technique, je suis en HTML, CSS, JS, tout ce qu'il y a de plus classique. Je n'aime pas particulièrement utiliser des frameworks, je ne comprends rien. Maintenant, au niveau de la base de données, j'utilise Supabase. Au niveau du déploiement, j'utilise Netlify.
j'aime bien tous ces outils qui permettent vraiment de déployer les sites en quelques minutes sans trop te prendre la tête, sans forcément avoir de super compétences, notamment au niveau de l'authentification, où je me base notamment sur ce que fait Superbase. Maintenant, pour répondre aux questions sur la durée que ça m'a pris, beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais en réalité, pas autant que j'aurais imaginé si en amont du projet, je m'étais dit, ah ouais, je pourrais faire ça, combien de temps ça va me prendre? Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en l'occurrence, je pense que j'y ai mis quasiment toutes mes soirées du mois d'août pour vraiment le mettre au propre. Mais en temps cumulé, finalement, ça doit être moins, je dirais, d'une centaine d'heures de travail, si en plus on enlève la partie purement rédactionnelle, qui a pris énormément de temps, on enlève bien 30%. Voilà. Donc moi j'estime que ce travail il m'a pris plusieurs. Enfin, si c'était des semaines de travail, de boulot, je pense qu'en un mois, j'aurais pu réaliser le site tel qu'il existait au moment du lancement. Parce que depuis, j'ai continué à travailler dessus, mais. Du coup, encore une autre question. Pour l'avenir du site, j'ai vu qu'il y avait des villes qui allaient être ajoutées comme Besançon, je crois. Alors, il n'y a aucun engagement avec Besançon, etc. Ok, d'accord. C'est juste un cas d'exemple en l'occurrence. Mais mon objectif, en effet, en réalité, hop, je peux vous montrer ça, hein, j'ai pris Besançon uniquement comme exemple. Hop, alors, égal. C'est ce que je disais justement sur la marque blanche. Hop, c'est qu'en fait, je permets d'avoir un environnement clos dans le site. Donc là, par exemple, si on dézoome, on ne va pas voir du tout les projets situés au niveau de Lyon. Voilà. Donc ça permet d'avoir uniquement d'encapsuler finalement les données et que chaque collectivité, administration, association puisse avoir son propre espace directement. Et finalement, on ne voit jamais grand projet affiché ici sur le site. Et sur l'espace, en l'occurrence hypothétique de Besançon. Mais ça, c'est fait finalement très facilement en réalité. C'est juste quand on réalise du coup automatiquement une contribution. Ici, on a justement ce fameux code collectivité. On n'a qu'à le renseigner et automatiquement, ce sera ajouté au code d'administration qui est renseigné directement dans l'URL. Ce qui permet à n'importe quelle organisation d'intégrer finalement le site en iframe sur le leur ou peu importe. Ouais, il est 14h. Ouais, dernière question, si. Yeah. Non plus. Cette dernière question qui serait perso pour toi, tu nous as dit en intro que tu avais un vrai travail, un autre travail à côté, puis on voit que ce soit en préparé. Est-ce que toi, ça te questionne, est-ce que ce projet t'a mis à prendre encore plus de place, toi, dans ta vie pro? Est-ce que comment tu vois les choses pour l'avenir? Ouais, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est vraiment à l'intersection de tout ce que j'aime dans la vie. Après, les deux peuvent très bien se conjuguer. J'ai cette chance d'avoir du temps libre le soir et que maintenant, avec l'intelligence artificielle, hein, ça fait gagner du temps. Non, plus sérieusement, moi, j'aimerais vraiment que ce site se développe et que toutes les collectivités, finalement, puissent s'en emparer. Je ne dis pas que ce site est nécessaire pour l'ensemble des collectivités, bien au contraire, mais je suis persuadé que pour des collectivités petites, moyenne taille, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de budget à mettre en communication, si elles ont un outil simple où elles peuvent juste mettre leurs travaux et les justifier du coup auprès de leurs administrés très simplement, tant mieux. Est-ce qu'il y a des vocations à faire du business? C'est vraiment par pur Alors, pour la partie association, conseil de quartier, etc., moi j'ai vraiment mission locale, j'ai vraiment envie que ça reste sur la philanthropie, c'est juste donner accès au site. Voilà. Maintenant, sur tout le reste, sur par exemple métropole, collectivité, etc., moi j'imagine plutôt si elles veulent l'utiliser en marque blanche, et je spécifie bien si elles veulent les administrations l'utiliser en marque blanche, avoir une rémunération en contrepartie, à minima parce que ça me permet du coup de maintenir le site. Merci. Merci Solal. Ouais, on peut poursuivre juste après, mais on va mettre un terme. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Solal pour ce partage, pour la disponibilité et puis pour cette présentation, ces différentes explications. J'espère que ça vous aura
plu, en tout cas, et je crois qu'il y avait pas mal de questions, donc je pense que ça suscitait en tout cas de l'interrogation. Deux dernières choses à vous dire. La prochaine, enfin d'abord à l'issue de ce café d'atable, on vous enverra un petit formulaire d'évaluation, non pas sur toi, mais sur le café d'atable pour savoir voilà, si ça vous a plu, ce que vous en pensez, et des axes d'amélioration ou des suggestions de thématiques à aborder pour les prochaines fois. Je pense que c'était d'ailleurs la première fois qu'on utilisait, enfin qu'on parlait de ces cas de réutilisation et de réutilisation dans le cadre d'Open Data. Donc je pense que ça intéressait évidemment. Et pour vous dire que les prochains rendez-vous, en tout cas pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui est fixé, on n'a pas les dates des autres, mais le prochain pour l'instant est le 8 décembre, et ça sera un décryptage du Data Act, autre, autre sujet, avec Antoine Pétel, qui est juriste en charge, enfin voilà, spécialiste du numérique, ouais, qui est bien connu. Donc voilà, vous aurez l'occasion de vous inscrire sur ce prochain café d'atable. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Restez vigilants à nos actualités. Merci encore, merci à toi. À suivre, donc, grand projet, et puis merci à tous pour votre participation. À bientôt. Merci.